Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Et nous, je suis Meshak Nyaro. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des parents dans la réussite de leur enfant. Vous le savez très bien, le rôle des parents n'est plus à démontrer. Malheureusement, la responsabilité du parent vis-à-vis de l'enfant ne se limite qu'à la satisfaction des besoins vitaux. Cependant, ce rôle doit aller au-delà de ces besoins. Des recherches des scientifiques ont démontré qu'une bonne implication des parents dans l'éducation de l'enfant peut contribuer à l'épanouissement et garantir une bonne réussite de cet enfant. L'invité du jour se dénomme Eric Bonin. Il est conseiller pédagogique et il va nous dire comment mettre en place des principes d'éducation positive pour garantir la réussite de ses enfants. Chers invités, soyez les bienvenus. Merci. Alors, on parle aujourd'hui du rôle des parents dans la réussite de leur enfant. De façon standard, quel est le rôle du parent dans la vie de l'enfant? Quel est le rôle du parent dans la vie d'un enfant? Oui. Il doit payer les factures. Les factures directement. Ça c'est un bien grand rôle. Comme vous l'avez dit, il faut s'assurer que les besoins vitaux soient satisfaits. Donc ça, je pense que tout le monde l'a vu. Personne n'a besoin de maîtrise ou de licence pour le comprendre. Donc tant qu'on est parent, voilà, ça vous tombe dessus. Mais bien au-delà de ça, je pense que quand on parle des enfants, de manière générale, il y a l'épanouissement de l'enfant. Or, quand on regarde le mot épanouissement, cela englobe, cela implique plusieurs aspects. L'épanouissement peut être individuel, oui, peut être spirituel, peut être professionnel, peut-être, j'ai failli dire diététique, peut-être, côté santé, nutrition, tout ça, peut-être conjugal, peut-être mental, et j'en passe, la liste est longue. Et tous ces différents aspects rentrent dans l'épanouissement. Or, cet épanouissement-là, sans oublier l'épanouissement financier. Bien sûr. Alors, ce lot d'épanouissement-là est garanti justement par le parent. On ne parle pas de facture à payer. Là, on ne parle plus de facture à payer. On parle du travail de conseil, d'accompagnement, d'écoute, du travail de guide, du travail de protecteur, du travail d'éclaireur, du travail de garde-corps, du travail d'infirmier, de soignant, du travail de confident. C'est-à-dire que le parent a plusieurs casquettes. Énormément de casquettes. Donc, un parent qui se veut parent aux côtés de son enfant, c'est qu'il joue tous ces rôles-là. Peut-être pas à la fois, parce que selon l'environnement et selon l'âge, les priorités diffèrent. Les besoins de l'enfant ne sont pas les mêmes. Et donc le rôle du parent, à ce moment-là, diffère, varie, et va aller d'une priorité à une autre. Mais tout parent est appelé tout au long de la vie de l'enfant, tant qu'il est vivant, à jouer plus d'un rôle aux côtés de l'enfant, dans l'objectif de garantir l'épanouissement de cet enfant-là. D'accord. L'épanouissement qui est un bien grand lot de différents aspects, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez parlé de tout ce que les parents doivent faire pour garantir, pour permettre à l'enfant d'être épanoui. Alors, parlons de la relation que l'enfant et le parent ont ensemble. Quelle doit être cette relation? Quand vous parlez de relation, oui, vous voulez parler des échanges verbaux ou bien de tout ce qui va au-delà des mots? De tout type de rapport. Quel genre de relation il faut qu'il y ait entre un parent et un enfant? Les mamans sont les plus elles sont très je vais pas dire outillées. Elles s'y connaissent en termes de relation avec l'enfant. Déjà, naturellement, au début, il y a ce lien-là que les mots ne peuvent pas expliquer. L'instinct maternel?
Le simple fait, c'est ce qui crée l'instinct maternel. Le simple fait d'avoir transporté ce bout d'être-là depuis les premières cellules qui se sont formées jusqu'à ce qu'il devienne un bébé qu'on met au monde, ça crée quelque chose que les mots ne peuvent pas exprimer. Maintenant, là aujourd'hui qu'il est né, il devient enfant de toute la société, a priori. Quel type de relation le parent doit avoir avec son enfant? C'est que d'abord, là je vais au-delà des mamans, même avec les papas, d'abord le parent doit être, et j'insiste bien sûr le parent doit être un parent proche. Vous savez, chez nous on dit le parent proche, bien le proche parent. C'est-à-dire que celui qui à 2 heures du matin peut vous venir en aide si jamais quelque chose vous arrive ou si vous criez au secours. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. En tant qu'adulte, vous êtes au beau milieu d'une situation difficile et vous prenez votre téléphone. La première personne qui va venir à votre esprit parce que là vous avez besoin d'aide, c'est quelqu'un qui est un parent proche ou bien qui est considéré comme un proche et qui, parce qu'il voit votre numéro ou parce qu'il entend votre appel au secours, va se mettre immédiatement en route pour venir à votre aide. C'est ça le rôle, c'est ça le type de relation qui doit exister entre le parent et son enfant, que ce soit la maman ou le papa. Un parent qui se veut vrai parent. Dès que l'enfant a besoin de quelque chose, dès qu'il l'appelle, il faut que le parent soit présent à la minute. Une manière de parler, mais en tout cas, en le mettant en priorité. On oublie tout et on vient directement. Est-ce que ce n'est pas une façon de surprotéger l'enfant lorsqu'on est trop présent dans sa vie? Attention, j'ai dit que l'enfant a besoin. Je n'ai pas dit de venir même si l'enfant n'a pas besoin. J'ai dit que l'enfant a besoin de l'aide. Du parent. Et il exprime cette demande. Il dit, aidez-moi. La première personne vers laquelle l'enfant doit pouvoir se tourner en toute confiance, avec la certitude que son appel va être écouté, ça doit être le parent. Deuxième rôle, enfin, dans le chapitre de la relation, du type de relation, c'est que ça doit être une relation de confiance. On parle de quelque part. Oui. Donc la confiance c'est carrément l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est grâce à la confiance que ça s'installe, et d'une manière, dès que ça s'installe, la confiance suit aussi. Donc l'enfant doit pouvoir avoir confiance suffisamment en son parent pour le confier ses petits secrets. Il sait que quand je le dis à maman, quand je le dis à papa, personne d'autre ne va l'écouter. Quand je lui dis, il ne va pas me gifler, il va quand même écouter. Il a juste besoin qu'on l'écoute. La confiance. Et le parent aussi doit pouvoir avoir confiance en son enfant. De savoir que quand je ne suis pas là, quand je dis de ne pas regarder la télé, même si la télécommande est là, personne ne va regarder la télé parce que je vous l'ai dit. Il faut que ce soit une relation de confiance. Et ce type de relation-là, ça se construit. Ce n'est pas automatique, ça se construit d'une certaine manière. Et là, je viens au fait que dans un couple, il y a toujours opposition entre les tempéraments. Là, on parle de tempérament, on rentre dans autre chose. Les tempéraments dans les comportements. Les tempéraments des deux conjoints. Papa et maman n'ont jamais le même tempérament. Lorsque l'enfant revient avec j'ai échoué à l'examen, il le dit à papa, papa va exploser parce que c'est sa nature. Dès qu'il reçoit quelque chose, il explose. Ça, c'est lui, ça. Maman est plutôt dans un bon couple, lorsque papa a pour la même information, lorsque papa explose, maman sera plutôt du genre réservé. Ou vice versa. Parce que si les deux dans le couple sont de nature explosive, l'enfant, franchement, je n'en dis pas. D'où les problèmes de confiance parfois. Voilà. Ou plutôt si les deux sont plutôt de nature réservée, alors là, du coup, je ne sais pas ce qu'on est en train de créer, mais il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité du tout. Donc, dans un bon couple, il doit y avoir cette opposition-là. Et maintenant, ces deux parents-là, il faut qu'il y ait cette capacité. L'enfant doit savoir que papa a cette information, papa a ce besoin-ci. Voilà la personne à qui je dois pouvoir le dire. Il doit y avoir un des parents qui doit être beaucoup plus son confident et l'autre qui doit être son garde du corps. Et c'est que si jamais quelqu'un vient me faire quelque chose là, si je vais dire ça à maman, elle est trop gentille, elle va juste rigoler. Je vais aller dire ça à papa, il va aller chauffer les gens là-bas. Voilà. Il doit pouvoir avoir cet équilibre-là.
Donc la différence de tempérament au niveau des deux conjoints permet l'équilibre dans le développement de l'enfant. D'abord, permet un bon équilibre dans le couple. Dans le couple et ensuite c'est cet équilibre du couple-là qui va être une garantie de l'équilibre mental même de l'enfant. Il sait que il y a des choses qui me sont permises parce que maman elle est tout le temps gentille ou bien le papa il est tout le temps gentil, mais quand je vais vers maman c'est non quoi, voilà, c'est non. Mais ce que lui ne sait pas, c'est que les deux conjoints, eux ils peuvent se parler, enfin c'est pas ils peuvent, eux ils se parlent tout le temps par rapport à lui. Ouais. Mais lui ne le sait pas. Lui il pense que bon, j'ai fait un deal avec maman, je lui ai dit, elle m'a assuré que papa ne va pas savoir et puis c'est tout. Mais les deux, eux, ils vont faire eux aussi leur sommet là-bas, voilà. Et ils vont dire, bon, papa, cet enfant là, bon, ok, vas-y, toi, j'ai ça, moi, j'attends, si jamais il fait une bêtise, je vais venir chauffer. Ça, c'est un bon couple, ça. D'accord. Et donc, ça crée donc cette ouverture à l'enfant. Il sait qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, mais en même temps, il sait qu'on lui fait suffisamment confiance pour lui confier certaines choses, pour lui autoriser certaines choses. Et il a le droit de faire sa part pour mériter encore plus. Et si jamais il franchit la ligne rouge, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'attend quelque part. D'accord. Alors, Monsieur Bonin, on retiendra que pour une bonne relation, il faut créer cette proximité-là. Le parent doit créer une certaine proximité avec l'enfant et à côté, développer une relation de confiance. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire à un parent, je ne sais pas, à l'un ou à l'autre des parents, de s'impliquer dans la formation académique de l'enfant, sachant très bien que les enseignants s'en chargent déjà? Alors, pour répondre à la question, est-ce que je le pense? Non, je ne le pense pas. Je le crie haut et fort qu'il faut le faire. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation en ce sens que là, nous sommes à quelques jours de la rentrée et il y a, vous savez, il y a plusieurs concepts que nous ne connaissions pas sous nos cieux, mais que je me fais le devoir de crier partout où je suis. Et à la fin de l'année scolaire qui vient de s'achever, le meilleur exercice que les familles devraient faire, c'est ce que j'appelle le bilan scolaire. Et donc la famille se met ensemble et ensemble on décortique comment l'année scolaire a été pour chaque enfant. Le bilan scolaire n'a rien à voir avec le bulletin scolaire. Le bulletin scolaire est un des outils qu'on utilise dans le bilan scolaire. Pour évaluer le niveau de l'enfant. Pas pour évaluer le niveau de l'enfant, pour évaluer la performance. La performance. Comment l'année a été. Quels sont les soucis qu'il a eus dans sa classe, dans l'école, avec les différents acteurs de l'école, sur la route de l'école, à la maison, à l'église. Tout ça agit sur son travail académique. Donc à la fin de l'année, quand on fait ce bilan-là, on doit savoir maintenant pour l'année prochaine ce qu'il faut faire quoi, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut garder, etc., etc. Et maintenant, en début d'année scolaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait une autre réunion qui va s'appeler maintenant réunion, c'est-à-dire agenda scolaire. Donc, chaque membre de la famille doit avoir une feuille de route pour l'année scolaire. Qu'est-ce que j'ai à faire pour que cet enfant réussisse, pour que lui là, il réussisse? Vous parlez d'un agenda des parents ou des apprenants? Je parle de l'agenda de la famille. De la famille. Et dans cet agenda, papa a sa feuille de route, maman a sa feuille de route, et chaque enfant a sa feuille de route. Parce que la réussite scolaire oui, n'est pas seulement en lien avec le travail en classe. La réussite scolaire commence au réveil. À quelle heure l'enfant se réveille? Et qu'est-ce qu'il fait d'abord au réveil? Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Tout ça influe, tout ça a une certaine incidence sur la réussite scolaire. Papa doit payer les frais de scolarité, on le sait. Mais il doit aussi veiller à ce que l'enfant ait une certaine connexion avec l'heure divin, quel que soit le nom du divin. La spiritualité est importante également. L'enfant doit manger 3 fois par jour. Et il doit avoir une alimentation variée et équilibrée. Chacun a un rôle à jouer. Et il y a plusieurs pièces du puzzle qu'il faut mettre ensemble pour faire l'agenda de l'année scolaire, dans laquelle chacun a une feuille de route. Et donc la réussite scolaire de l'enfant inclut tout ça. Et il y a un des éléments qui est maintenant le travail des enseignants.
L'enseignant fait son travail en classe, mais l'école permet que les parents viennent voir le travail que font les enseignants. Et maintenant, au-delà de cette possibilité de suivi, il y a maintenant le droit du parent à aller à l'école pour s'enquérir de l'évolution de son enfant de manière individuelle. Parce que l'autorité du parent est confiée à l'enseignant. L'enseignant exerce une autorité par procuration. Et donc, il faut que l'enfant sache que son parent a pied dans l'école. Si l'enfant apprend que son parent est passé aujourd'hui dans l'école et il revient à la maison, le parent ne lui dit rien, il ne sait pas ce que le parent est parti apprendre là-bas. Il a intérêt à filer droit, à faire exactement ce qu'il est appelé à faire pour ne pas avoir de problème. Je ne sais pas si vous voyez. Et par rapport à ça, à chaque fois qu'il va à l'école, il suit le règlement à la lettre pour éviter que quelque information que ce soit fuite ou soit communiquée à son parent qui va lui valoir des punitions. Donc le rôle du parent englobe tout ça pour la réussite de l'enfant. Ce n'est pas seulement payer le collage et éventuellement envoyer quelqu'un pour assister à la réunion de parents d'élèves. Ça, c'est quand on regarde dedans, c'est une des tâches. Et c'est même pas la première. Une des tâches qu'on fera après. Et il vaut mieux que ce soit le parent lui-même qui y aille. Mais il faut que le parent soit présent régulièrement dans l'école pour savoir quoi l'évolution de l'enfant, qu'est-ce qu'il fait. On ne parle pas de travail scolaire, on parle de son comportement, de sa performance. Ah bon, il faudrait que le parent vérifie également? Mais c'est pour ça qu'on paye. L'enfant ne va pas juste chercher un diplôme. L'enfant est en train d'être construit. Si l'éducation que je lui donne, les valeurs que je lui transmets, quand il vient à l'école, il fait le contraire. Comment je fais pour le savoir si moi-même je n'y suis pas? Pour les enseignants, peut-être que c'est moi qui ne l'éduque pas bien. Je lui ai enseigné à dire bonjour, à dire merci régulièrement. Je lui ai enseigné à balayer régulièrement sa chambre. Il vient à l'école, il ne dit bonjour à personne. On lui fait quelque chose, il ne demande même pas pardon. On dit de balayer la classe, il refuse, il dit chez moi je ne balaye pas. Si je ne viens pas à l'école, comment je fais pour le savoir? Je ne le saurai pas. C'est quand je viendrai que je saurai et je ferai comprendre aux enseignants que ce n'est pas comme ça que je l'éduque. Du coup, l'enfant, il fera quoi? Il sera obligé de faire ce que je lui ai dit de faire. Alors, Monsieur Bonin, vous avez parlé de comment est-ce que les parents doivent s'impliquer, l'importance de l'implication des parents dans les études des enfants. Maintenant, on sait que l'école, c'est un organigramme. Dans l'organigramme académique, à quel niveau se situe le parent et quel est son rôle concrètement dans cet organigramme? Vous savez, sous nos cieux, il y a une certaine organisation, mais je vais vous démontrer tout à l'heure. Les élèves viennent et les enseignants donnent les cours. Les enseignants, de manière, on va dire, technique, sont sous la coupole du directeur des études. Oui. De manière administrative, maintenant, tout ce beau monde-là est coiffé par un directeur de l'école. Bon, éventuellement, un promoteur qui lui a juste financé et il attend qu'on lui envoie son retour sur investissement. Lorsqu'on regarde ce schéma, habituellement, les parents d'élèves viennent, ils ne viennent pas, ils sont insérés juste au niveau du directeur des études. C'est-à-dire que de temps en temps, bon, ok, il faut leur communiquer des informations, on les insère là-bas. Je sais pas si vous voyez. Oui. Ça, c'est l'organisation qu'on a traditionnellement. Mais en réalité, le promoteur fait son truc. Après la direction, ce devrait être les parents d'élèves. Après la direction? Après la direction. Parce que tout ce qui se passe à l'école doit être validé par les parents. Je ne peux pas mettre mon enfant dans une école où on leur enseigne à gifler les gens. Si je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire, je ne viendrai pas. Je ne mettrai pas mon enfant. Le programme qui s'y trouve, ce n'est pas qu'il doit être validé par les parents, mais il faut que les parents aient leur mot à dire. Il faut que les parents soient présents pour suivre le travail que font les enseignants. Mais est-ce que les parents ont le temps de voir, de savoir ce qu'on donne, quelle information, quelle formation les enfants reçoivent à l'école? Il y a des écoles
vous avez aujourd'hui à Lomé, il y a foison de plus en plus d'écoles avec des programmes occidentaux, internationaux, tout ça, qui respectent le schéma que je viens de vous donner. C'est le bureau de l'association, c'est l'association des parents de avec son bureau qui gère, entre guillemets, l'école. C'est eux qui font tout. La direction n'est là juste qu'à titre administratif et tout. Parce qu'ils ont compris que c'est les parents qui donnent procuration aux enseignants pour faire le travail. L'enfant qui ne respecte pas son parent à la maison ne respectera jamais l'enseignant. Or, l'enfant qui ne respecte ni son parent ni son enseignant, il devient un boulet, un problème, un risque pour les autres enfants. Aujourd'hui, avec la démocratisation du savoir, les apprenants, les enfants pensent connaître plus que les enseignants. Oui, monsieur Bonin, qu'est-ce que vous mettez dans démocratisation du savoir? Google, YouTube. Oui. Ok. Tout le monde sait tout partout, à tout moment. Tout le monde pense tout savoir au bout d'un clic. Or, ce n'est que la théorie. Sur Google, vous avez tous les schémas de l'appareil circulatoire, de l'appareil respiratoire, etc., etc. D'accord, c'est bien, vous connaissez, super, génial. Concrètement, quelqu'un est tombé dans la rue et il suffoque. On fait quoi? On commence par quoi? C'est ça, hein? Donc, le savoir est démocratisé. La compétence, par contre, elle... Non. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il faut que ce soit les parents qui viennent redonner une certaine autorité aux enseignants pour que ceux-ci puissent puissent transmettre maintenant des compétences réelles aux enfants pour les rendre vendables sur le marché de l'emploi demain. Et ce travail-là ne peut se faire que si les parents ont suffisamment cette autorité-là. Or, comme vous l'avez dit, beaucoup de parents aujourd'hui ne savent même pas. Il y en a qui ne savent même pas où se situe l'école de leur enfant. Ça, franchement, c'est un gros casse-tête, quoi. Ils ne savent pas. Tout ce qu'il faut, on donne l'argent et puis bon, c'est tout, débrouillez-vous. C'est l'enfant lui-même qui choisit l'école. On ne sait même pas. Et les là, on est voilà, on s'en fout, on s'en débarrasse à la limite. Ce qui est dangereux, ce qui est mauvais. Mais l'idéal était que, c'est une théorie, mais l'idéal est que, vu que certains ont commencé, il faudrait qu'on arrive à intégrer ça dans notre système de chez nous pour redonner une certaine place aux parents, pour que les parents aient une certaine autorité reconnue, vue, acceptée, et maintenant qu'ils puissent donner procuration de cette autorité aux enseignants pour que les enseignants puissent vraiment faire leur travail. Bon, en même temps, les bons enseignants, ça aussi c'est un autre débat. Un autre sujet. Alors vous avez parlé tout de suite du fait qu'il y a des parents qui semblent ne pas s'intéresser aux études des enfants, qui n'ont aucune information. Quels peuvent être les dangers de la non-implication des parents dans l'éducation formelle de leurs enfants? On voit ça tout le temps. Il n'y a qu'à regarder pendant ces vacances le nombre de bouteilles de bière vendues partout. Bon, je dis pas qu'il n'y a que ça. Mais vous voyez, des enfants qui aujourd'hui, je vais pas parler d'enfants, on va dire le niveau d'incivisme, le niveau d'indiscipline et le niveau de manque de citoyenneté, d'amour de la patrie que nous avons dans notre petit 56 600 là. C'est dû à ça. Ah bon? Ah mais c'est dû à ça. Si un parent vous inculque à la maison des valeurs fortes, où que vous soyez, j'insiste bien dessus, où que vous soyez, vous allez les appliquer, vous allez les respecter à la lettre. Mais c'est parce que le parent n'a pas été présent, n'a pas été fort, n'a pas été suffisamment autoritaire dessus. Autoritaire, pas dictateur, autoritaire dessus. La conséquence, c'est que l'enfant pense que tout est permis. Et même si un militaire le lui dit, à la limite, on lui dit, il a peur du treillis, il le fait aujourd'hui, demain matin, il s'en fout, il ne le refait plus parce qu'il n'a plus peur de quelqu'un. Il n'a plus peur de quelqu'un. Tant que les parents ne vont pas se réveiller, ne vont pas prendre leur rôle à bras le corps, ne vont pas se reprendre eux-mêmes en charge, la jeunesse sera toujours abandonnée et Dieu sait ce que les générations futures vont nous apporter dans ce pays. Nous ne le souhaitons pas. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Il va falloir se réveiller quand même. Nous rêvons d'une jeunesse qui pose des actes civiques, voilà, qui participe au développement de sa société
Et je suis des personnes qui pensent que les parents peuvent contribuer à faire développer le leadership chez leurs enfants. Mais, monsieur, comment est-ce qu'ils peuvent parvenir à ce résultat? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, là, tout de suite, en venant aujourd'hui, il pleuvait. Et nous tous, on connaît des quartiers où, après cette pluie, voilà, ça va être compliqué de circuler. Oui. Alors, si moi, père de famille, j'habite un quartier où l'eau de ruissellement après la pluie empêche la circulation, au lieu d'insulter le gouvernement, au lieu de traiter les autorités de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables devant les enfants, l'idéal aurait été de se mettre ensemble avec le voisinage pour chercher des solutions pratiques. Pas aussi énormes que ça, mais dans la mesure de nos moyens, pour que nous, dans notre ruelle, ne soyons plus victimes de telles situations. Ça, c'est un exemple de leadership. L'enfant voit son père faire. Déjà, le premier réflexe va être d'aider son papa. Et lorsque lui aussi sera père, quelle sera la réaction? Il va répéter ce qu'il a vu faire. C'est simple. Un exemple, voilà, c'est tout. Donc, si nous-mêmes les parents, nous ne posons pas les bons actes. Écoutez, j'ai déjà eu un cas comme ça où un monsieur, je ne donne pas de précision, un monsieur d'un certain niveau, se plaint que son fils, en seconde, ment. Il ment. Même son bonjour, quand il te le dit, finalement, tu as peur, tu cherches le soleil. Parce qu'il ment. Il se dit, mais c'est pas possible. Parce que lui-même, il va à l'église. Il les emmène, il ne comprend pas. En fouillant, qu'est-ce que je découvre? Le monsieur, par rapport à sa profession, il vient le soir, il revient assis au salon, il prend le téléphone, il est chez lui, à Lomé, au salon, il prend le téléphone. Allô? Oui, non. Je suis sur la route d'Atapamé. Dès que je serai là, je vais dire. Deuxième coup de fil. Allô? Non, je suis à Vaughan. Après, on va voir ça. Mais est-ce que les enfants doivent copier le mauvais exemple des parents? Parce qu'à un âge, on a la conscience. Vous demandez si les enfants doivent. Oui. Laissez-moi vous dire une chose. Le cerveau des enfants, c'est une mousse. Quand vous mettez la mousse dans l'eau, quelle que soit la nature du liquide, il imbibe, il boit, il prend. C'est ça le cerveau des enfants. Tout ce que vous faites devant eux, ils prennent. L'enfant n'a pas, dans un premier temps, il n'a pas conscience du bien et du mal. Il prend tout ce que il prend. C'est à vous de lui mettre la ligne rouge. C'est à vous de lui mettre les interdictions, les lois, la morale. C'est ça le rôle du parent. C'est le parent qui fait... C'est pour ça qu'on parle de valeur. C'est le parent qui fait comprendre à l'enfant qu'il faut dire bonjour. C'est quoi bonjour? Lui, il ne sait pas ce que c'est. On dit que c'est une civilité. Et ça te donne de la valeur. Quand tu lui expliques, quand il passe quelque part, il dit bonjour. Il y a un enfant qui... Il avait un dossier de demande de visa en instance et je ne sais pas, normalement, il n'était pas éligible. Mais quand il est arrivé à l'ambassade, il a salué tout le monde d'un bout à l'autre avec référence, de manière respectueuse. À son insu, le consul suivait tout ça sur la caméra. Et au moment où l'enfant, en pleurs, repartait, parce que son visa lui avait été refusé, il a fait rappeler pour lui demander, il est qui? L'enfant lui dit, bon voilà, tel. C'est son papa qui lui a appris à dire bonjour. Il dit franchement qu'il ne voit plus de ce genre de réaction chez les jeunes. Rien que pour ça, il va lui donner le visa. Imaginez. C'est le parent qui doit faire ça. Et les enfants copient tout ce qu'on fait. Si vous le faites mal, les enfants copient le mal sans savoir que c'est le mal. Ils copient simplement. C'est après qu'ils comprendront que c'était mauvais ce qu'ils ont copié. Mais bon, on ne va pas dire que c'est trop tard, mais en tout cas, à ce moment-là, on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est ça. Hein. Si vous êtes ivrogne, ben, l'enfant, il va trouver que boire, c'est une bonne chose. Et il ira boire. Si vous êtes mère seule et vous faites défiler des hommes chez vous, l'enfant, votre jeune fille ne va pas atteindre un âge avant de commencer à avoir des clients, elle aussi, ne sachant pas que c'est une mauvaise chose. Les enfants, c'est ça. Ils avalent tout. Donc il faut faire attention. Il faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention. Oui, parlons maintenant des relations conflictuelles. Bon, on sait que les relations conflictuelles ou toxiques entre parents et enfants peuvent avoir des incidences sur le développement de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela?
Ah ben déjà, d'abord, il faut savoir qu'on est dans une relation conflictuelle. Il y en a qui n'en ont pas conscience. Parce que souvent, dans un premier temps, on ne le sait pas. On trouve toujours que c'est l'autre qui a tort. Et là, c'est les parents qui sont braqués, qui disent que bon, cet enfant-là, vraiment, tout maîtrise, donc, bon, vont le tomber. Voilà, et tout ça, et tout ça. Il faudrait, dans un premier temps, arriver à se remettre en cause. Arriver, quand on parle de relation conflictuelle, ça veut dire que j'ai fauté, oui, mais je peux aussi avoir raison. Et l'autre aussi. Maintenant, où est-ce que ça coince? Ensemble, on fait bas la terre, chacun présente des excuses, fait un compromis et on cherche là où ça coince. Et là où ça coince là, on essaie chacun de mettre un peu d'eau dans son vin pour accepter petit à petit, un petit point, jusqu'à ce qu'on arrive quelque part. Et tant qu'on est braqué, ça passe pas. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui n'aident pas. Les réseaux sociaux et puis, on va dire la rumeur. La rumeur, en quel sens? Il y a beaucoup de mamans qui viennent me voir très souvent. Et on me dit, ah, bon enfant là, il a comment, et le dos choix. Je dis, mais tu as vu ça comment? Mais je l'ai vu changer de pantalon, d'habits bizarre là. C'est pas moi qui lui ai acheté. Ça ne veut pas dire qu'elle a un garçon. Et non, c'est ce que nos amis ont dit. Nos amis ont marché, mes collègues du marché ont dit ça. Il y a une amie qui a sa fille là. C'est ce qu'elle a commencé par faire. On partage les informations. Et c'est normal de partager les informations. Maintenant, sur la base de ce qui est arrivé aux autres, dès qu'on voit un petit signe similaire à ce qui est arrivé aux autres, on prend, comme on dit à Abidjan, on prend le palabre des autres et on s'en charge. Oui. Et on pense que c'est ce que font nos enfants aussi. On crée un conflit qui a priori n'existe pas. Mais on oublie que l'adolescence, c'est le moment où l'enfant se cherche. L'enfant lui-même est suffisamment confus. Donc, dès que vous revenez avec toute l'opposition, toute la force, toute l'oppression et les cris et tout ça, l'enfant aussi se braque, vous aussi vous braquez, le fossé se creuse et un conflit gigantesque s'installe à partir de rien du tout. Ah, donc c'est l'occasion de lancer un appel à toutes nos tatas qui racontent ou inventent des rumeurs. Ça peut créer des situations désastreuses dans les familles. Énormément. Regardez, une situation. J'ai une fille, et puis il y a la fille d'un diacre ou bien de quelqu'un à l'église. Les deux jeunes filles sont amies. Et puis du jour au lendemain, on apprend que la fille du diacre là, elle est tombée enceinte. Or, on sait qu'elle traite tout le temps avec ma fille. Boum! On interdit la relation. La pression qu'on va mettre sur notre fille à partir de maintenant. Alors qu'a priori, elle ne savait même pas que l'autre avait l'habitude de faire ce genre de bêtises. Et du coup, dès que elle reçoit un appel vers 22h, elle commence à murmurer un peu, à parler doucement. Hey, ça veut dire que voilà, c'est ce qu'on veut dire. Attention, c'est appel téléphonique et on parle de grossesse. On parle de MST. Et l'enfant se braque. A priori, c'est que ce pourquoi maman se fâche ou bien papa se fâche, a priori, c'est une bonne chose. Mais pourquoi il va crier? Lui aussi se braque. Le papa aussi se fâche. Je te parle et tu oses répondre. Et voilà, ça devient quelque chose de plus grand. Maintenant, après avoir identifié, reconnu qu'on est dans une relation conflictuelle, qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors, sous nos cieux, j'aime bien dire aux jeunes que tant que vos parents sont vos parents, vous n'aurez jamais raison. Ça, on se met d'abord d'accord sur ça. Donc, on peut tout accepter. Attention, je n'ai pas dit ça. Mettons-nous d'accord sur ce désaccord d'abord. Tant que vous êtes enfant, vous n'avez pas raison devant vos parents. Maintenant, vous pouvez avoir raison. Mais une manière de faire, la bonne manière de faire, c'est d'abord d'aller demander pardon pour calmer le parent. Quand vous demandez pardon de manière sincère, vous calmez le parent. N'oubliez pas, tant que vous les avez sur votre dos, en mode fâché, colère, tout ça, c'est pire que des charbons ardents sur votre tête. Parce que ce sont vos parents. N'oubliez jamais ça. On parle spirituel. Bien. Maintenant, vous allez demander pardon et vous essayez de comprendre. N'allez pas pour vous justifier. Non. Essayez de comprendre son point de vue. Écoutez-le. Posez des questions pour chercher à comprendre ce qu'il veut faire passer comme message, ce qu'il veut que vous fassiez, ce qu'il attend de vous. Cherchez à comprendre. Il va se donner le devoir de vous expliquer pourquoi il fait ça, pourquoi il a peur, ce qu'il veut que vous fassiez, pourquoi il veut que vous le fassiez.
Il va vous l'expliquer. Et vous allez voir qu'il était parti sur de bonnes intentions. Et maintenant que vous avez compris son point de vue, si possible, vous pouvez maintenant éventuellement exposer votre point de vue. Si possible. Parce qu'il y a plusieurs types de parents. On a plusieurs enfants, ils ont des personnalités différentes. Mais ce n'est pas tous les parents qui savent gérer tous les enfants de la même manière. Si le parent a suffisamment de recul pour dire, ok, maintenant que j'ai expliqué moi mon point de vue, toi aussi dis-moi pour toi, ça c'est super. Mais si le parent finit de parler, dit, bon, tu as compris non, donc je t'attends. Mon ami, il faut te calmer. À une autre occasion, tu pourras venir dire pour toi. En parler. Aussi simple que ça. Donc il faut que les parents prennent conscience qu'on est dans une relation conflictuelle et essayer de régler les problèmes. Pour les parents, du point de vue des parents, d'une certaine manière, il ne faut pas être... C'est vrai, ça fait mal lorsqu'on a un enfant qui est apparemment têtu, voilà, rebelle, tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, il faut aussi se calmer et chercher à comprendre. Parce que je l'ai dit tantôt, le savoir est aujourd'hui démocratisé. L'enfant pense qu'il sait, sauf que l'enfant ne sait que le peu qui existe qu'il sait, mais il ne sait pas réellement. En plus, il n'a pas l'expérience des parents, donc c'est ça ce qui lui manque. Et l'enfant, lui, ne sait pas que tant que le parent existe là, lui, il demeure toujours son petit bébé. Il a beau devenir le milliardaire ou bien l'homme le plus fort du monde, il demeure toujours le petit bébé. Quand maman va le voir, il devient ton balai de numéro là, voilà, il n'y a rien à faire, c'est universel. Donc il faut partir sur une très bonne communication parent-enfant. La communication déjà à la base, très tôt, en enfance. Vous savez, chez nous, on a peur on a peur de se toucher. On a peur d'être tactile. Oui. Tous les matins, un bon parent se doit de faire un câlin à tous ses enfants. Bonjour, comment tu vas? Tu lui fais un câlin. Vous vous sentez physiquement. Quand vous faites ça, il y a des conflits que vous n'aurez pas. Mais si vous gardez la distance, à un certain moment, vous devenez étrangers l'un pour l'autre. C'est des petits trucs qui existent et qu'on ne connaît pas sur monsieur. Alors, Eric Bonnet, on a parlé tout au long de l'émission de l'importance de la présence des parents dans la vie des enfants. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une présence forte, permanente des parents puisse quelque part handicaper l'évolution de l'enfant? Les parents surprotecteurs, on en a de plus en plus. De nos jours. Oui, et ça, c'est un vrai fléau. Vous savez, certains d'entre nous, je ne vais pas dire qu'on a été élevé à la dure, mais on nous a... papa est là, mais il te dit, va faire. Quand tu vas faire, là, tu vas te cogner, tu reviens, puis il te dit, voilà. Donc, pour faire ceci, il faut s'attendre à ça, il faut commencer par ci, et quand tu le fais, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Là, toi-même, tu apprends. Par l'action. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Papa se lève et il fait pour l'enfant. Maman se lève et elle fait pour l'enfant. Malgré l'âge avancé de l'enfant, c'est toujours maman qui fait pour l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que mon enfant souffre comme j'ai souffert. Il ne veut pas que l'enfant soit exposé à ci, à ça. Et comme aujourd'hui j'ai la force, je vais le lui faire. Et pour certains, c'est qu'on veut se rendre utile à l'enfant. On veut être présent dans la vie de l'enfant. On veut être celui-là qui fait pour l'enfant. On pense que c'est en faisant ça que l'enfant a confiance, que l'enfant va nous aimer. On ne sait pas qu'on est en train de créer un monstre. On ne s'en rend pas compte. Donc il faut éviter cela. Il faut éviter ça. Les enfants, à très bas âge, il faut commencer par leur confier des tâches domestiques à la maison, des travaux ménagers à la maison qu'ils doivent faire et sur lesquels ils doivent être disciplinés. Et quand ils ne le font pas, il faut absolument tirer les oreilles pour ça. Parce que c'est une discipline. Et tenez-vous bien, les tâches ménagères à la maison sont des outils qui permettent aux enfants d'être concentrés en classe. Ah bon? Oh yes. Le travail de mémorisation, l'exercice de mémorisation passe aussi par l'accomplissement des travaux ménagers à la maison. Or, si c'est le parent qui fait tout pour l'enfant, l'enfant devient une coquille vide. L'enfant n'arrive pas à mémoriser, il n'arrive pas à apprendre, il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à travailler. En fait, il ne sait même pas, il ne connaît pas le concept de travail, de faire un effort pour avoir quelque chose. Il ne le connaît pas. Il attend juste que tout soit fait pour lui. Tenez-vous bien. Tout le monde veut que son enfant
aille en Occident, aille ailleurs. Lorsque l'enfant va partir, quand il n'a pas l'habitude de faire, comment il va aller se débrouiller là-bas? Vous allez lui payer tous les serviteurs, toute l'équipe pour aller lui faire tout là-bas, ou bien vous allez déménager pour aller rester chez lui là-bas. Ils sont 4. Vous allez faire comment? C'est compliqué. Alors, l'avant-dernière question, on a parlé un peu plus tôt de l'échec. Selon vous, peut-être en quelques mots, quelle doit être l'attitude d'un parent face à l'échec de son enfant, quel que soit le domaine dans lequel il a échoué? Il faut l'encourager. L'encourager. Il faut encourager l'enfant. Il n'y a personne d'autre sur terre qui peut encourager un enfant à reprendre ce qu'il a échoué si ce n'est le parent. Il n'y a personne d'autre. L'échec, ce n'est pas la fin du monde en fait. En fait, nous avons tellement diabolisé l'échec qu'on pense que il y a des gens ils échouent et puis ils se suicident. Il y a des gens qui échouent et puis pensent que voilà. Non, attendez, arrêtez ça. Tout le monde, enfin, tous ceux qui ont appris à pédaler un vélo doivent assimiler la notion d'échec. Il n'y a personne qui a appris à pédaler un vélo sans être blessé au genou. Et la marque sur le genou, là, c'est le signe de l'échec. Malgré cette marque au genou. En fait, c'est grâce à cette marque au genou que tu pédales aujourd'hui, que tu peux aller à vélo aujourd'hui. Bon alors, pourquoi avoir peur de l'échec? L'échec n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une formalité. Ça n'a aucune espèce d'importance. On l'a tellement diabolisé, on en a tellement fait un démon que tout le monde en a tellement peur. Alors que c'est normal. C'est normal d'échouer. Et le parent a le devoir de faire comprendre à son enfant que c'est normal, tu peux échouer. Il t'arrivera d'échouer. Tu échoues en 4e pour passer en 3e. Mon ami, tu n'as même pas encore échoué. Ce n'est pas encore l'échec. L'échec t'attend plus loin, dans 20 ans. C'est là même tu vas encore échouer même. Mais ça là, c'est rien. Il faut comprendre que l'échec là, c'est tous les jours. Tous les jours. J'aime bien donner un exemple aux apprenants, surtout les garçons. Vous allez faire la cour aux jeunes filles, non? Tu vas aller parler à la jeune fille, non? Elle va faire et puis elle va te quitter. Ça, c'est ce qu'on appelle échec. Tu as tes camarades qui sont là, qui te disent oh, chomine. C'est ça, là, échec, là. Mais demain, là, quand tu vas voir une autre fille, là, tu vas encore aller, non? Bon, on est où, là? Et c'est parce qu'on t'a chomine, donc tu ne vas plus approcher femme. On est où, là? Donc, il faut toujours encourager. Parce que l'échec aussi, ça permet de se forger. Et c'est le rôle du parent de faire passer ce message. Parce que tout ce que le parent dit, pour l'enfant, c'est parole d'évangile. Il enregistre et c'est ce qu'il va suivre toute sa vie. D'accord. Alors, Monsieur Eric, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Ah bon, déjà? Oui, on est déjà arrivés. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'il faut faire pour créer un cadre familial sain pour aussi bien les parents que les enfants? Alors, ça, il faudrait 1 heure pour répondre à cette question. Alors, on va le faire en quelques mots parce qu'on est... En fait, il y a cet exercice que j'appelle l'heure de qualité. L'heure de qualité, c'est un moment que la famille crée et installe au sein de la famille, on va dire, chacun a sa propre fréquence. Ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, à vous de voir. Mais pendant l'heure de qualité, 1 heure, 2 heures, à vous de voir, mais tout le monde s'assied dans la famille. De préférence, l'un des écrans, ok, télé, téléphone, ordinateur, tout ça, ah oui, on le laisse à côté. Et on se parle. Ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai aimé, tout le monde dit pour lui. Et quand quelqu'un parle, les autres se taisent et l'écoutent. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de réplique, il n'y a pas de réponse du tac au tac. On ne critique personne. Tout le monde a le droit de dire ce qui lui a plu ou pas. Et ensuite, maintenant, les parents ont un travail à faire. Parce qu'ils ont eu comme information, à eux de savoir comment décortiquer ça. Pour savoir, les enfants sont différents. Pour savoir comment prendre celui-ci ou celui-là. Orientation personnelle, orientation scolaire, orientation spirituelle. C'est là où les parents savent quelle valeur, quel type de discussion, comment, quoi transmettre, quoi renforcer, quoi dire à tel enfant, à tel enfant. C'est ça qui favorise la communication. Pour les enfants, cela ouvre les vannes de la communication. Quand ils ont des choses à dire, ils vont attendre l'heure de qualité. C'est eux-mêmes qui vont vous rappeler que demain, on a heure de qualité. Il faut être présent. Papa, tu ne dois pas partir en voyage. Même si tu pars, il faut revenir parce qu'on a heure de qualité. Parce qu'il a des choses à dire. Et il le garde. Et il attend le moment là. Et c'est important pour lui. Je dis, voyez. Oui.
Rien que ça pour le moment, on pourra développer le reste après. Alors, aux auditeurs, il faut retenir qu'il faut passer des moments de qualité avec les enfants. Ceci leur permettra aussi bien d'apprendre à communiquer, d'avoir confiance et aussi de se sentir à l'aise dans la famille, dans le foyer. Monsieur Eric Bonin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, chers auditeurs, à vous aussi, merci. Merci de nous avoir suivis. Comme vous le savez, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se donne rendez-vous le mardi prochain à 11h GMT sur Radio Gina pour un autre numéro de votre émission. Et nous, d'ici là, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.